bonjour Benoît Bonjour. Santoire, vous êtes président de la Chambre nationale des commissaires de justice. Donc, je suis ravie de vous recevoir Merci. sur ce podcast. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un bref rappel et une petite présentation de ce qu'est aujourd'hui le nouveau métier de commissaire de justice ? Oui, merci. Donc, cette profession, elle est issue de la loi du 6 août 2015. Donc, une loi qui a été portée par notre jeune ministre de l'économie, aujourd'hui devenu président de la République, Emmanuel Macron. Donc, avec l'idée de rapprocher deux professions du droit, historiques et anciennes, les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice, en rappelant que ces deux professions existaient déjà avant les révolutions françaises, puisque la charge d'huissier-priseur existait sous l'Ancien Régime. Et puis ensuite, la Révolution française a mis fin à ces charges. Et aujourd'hui, donc depuis 2015, on a créé cette nouvelle profession qui vise à rapprocher les anciens professionnels huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires. Et la Chambre nationale des commissaires de justice a été créée donc le 1er juillet 2022. Elle a élu donc son premier président, en l'occurrence moi-même, avec un bureau national qui est composé à la fois d'anciens commissaires-priseurs judiciaires et d'anciens huissiers de justice. Et j'ai la mission périlleuse, difficile, de gagner la confiance des professionnels, de les rassembler, de mettre en place une convention collective commune, notamment pour nos salariés, pour nos 10 000 salariés, et finalement réussir ce nouveau métier de commissaire de justice. C'est mon envie, c'est de restaurer notre image publique à travers nos missions et finalement de nous faire connaître et mieux connaître des Français. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est aussi le but de ce podcast. Justement, parce que nous, on a l'habitude d'inviter des avocats. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des interactions historiques entre les métiers de commissaire de justice et des avocats, pour nos avocats qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Le métier de commissaire de justice, aujourd'hui, il vise principalement à sécuriser les actes de procédure. C'est également notre expertise en matière d'inventaire, de vente, de prisée. Et c'est enfin la force probante du constat. Le métier d'avocat, c'est avant tout accompagner un demandeur ou un défendeur en justice. Donc l'avocat va agir souvent en amont et pendant la procédure en justice. Et il aura besoin du commissaire de justice pour faire appliquer la décision qui aura été obtenue. Donc c'est à ce moment que l'avocat va se rapprocher du commissaire de justice, parfois au tout début de la procédure, quand il faut signifier au justiciable un acte extrajudiciaire, une assignation à comparaître devant la juridiction. Et puis il va se rapprocher également du commissaire de justice à la fin de la procédure pour faire signifier la décision rendue, ouvrir la voie de recours, et puis ensuite exécuter la décision quand il faut l'exécuter, puisqu'en droit français, le commissaire de justice a le monopole de l'exécution des décisions de justice. D'accord. Et est-ce que vous trouvez que ce nouveau métier du coup de commissaire de justice, donc suite à la fusion des deux professions que vous avez énumérées, renforce les liens avec les avocats ou permet une meilleure collaboration que quand il y avait deux métiers distincts ? Alors je crois que en fait il faut le faire connaître pour renforcer donc ce travail que j'ai commencé à initier avec la présidente du Conseil national des barreaux, Julie Couturier, parce que la difficulté, c'est que beaucoup de justiciables et beaucoup de professionnels connaissent encore mal ce métier et son périmètre d'action. Donc c'est tout l'enjeu de nos campagnes de communication qu'on a mises en place avec France Télévisions, avec la création d'une chaîne YouTube qui s'appelle Code Justice. Code Justice. Et dans ces tournages que je fais sur Code Justice, je mets en situation des avocats, des commissaires de justice, et puis parfois des élus de collectivités. Récemment, j'ai reçu une avocate une spécialiste de l'intelligence artificielle, pour montrer un petit peu quelles sont les interactions entre le métier d'avocat et le métier de commissaire de justice. Là, c'était vraiment le rôle du commissaire de justice constatant, qui est en fait un peu entre deux mondes, entre le monde virtuel et le monde réel, qui vient constater la réalité d'images, de prise de vue,
parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, l'avocate nous expliquait que malheureusement, en quelques clics, en quelques secondes, on peut modifier une image, l'altérer. Et c'est tout l'importance d'avoir un commissaire de justice pour constater la réalité d'une prise de vue ou d'un environnement quel qu'il soit. Donc voilà, Code Justice, c'est ça, c'est faire venir des professionnels, les faire interagir sur des sujets de société. D'accord. Et on tourne régulièrement à Paris et dans le 9e également. Les rues de Douai. Je ne connaissais pas, mais... Voilà, et puis j'ai mis en place également une vaste campagne sur TikTok. Avec commissaire. Vous êtes sur TikTok? Avec commissaire justicien. Ok. Et cette campagne de communication, elle a vocation à faire connaître ce métier auprès des jeunes diplômés en droit, parce que malheureusement, en première année de droit, enfin malheureusement pour les commissaires de justice, quand vous rentrez en faculté, vous êtes avant tout intéressé par le métier d'avocat, le métier de magistrat, et le président de Paris Assas, là, Stéphane Braconnier, me disait toute la difficulté qu'il a à faire connaître le métier des professions réglementées comme les notaires, les greffiers de commerce ou les commissaires de justice. Donc moi je suis en train de signer des conventions de mentorat, des conventions de tutorat pour finalement obliger les étudiants en droit dès la première année à suivre une formation, un stage chez un commissaire de justice pour leur faire connaître ce métier. Ça, c'est vraiment important. Convention de mentorat, la création de licences professionnelles avec les facultés. D'accord. C'est tout l'enjeu de cette nouvelle profession. C'est se faire connaître, faire connaître notre périmètre d'action auprès des Français, auprès des professionnels avocats, pour qu'ils sachent pourquoi et comment ils doivent se tourner vers un commissaire de justice. Oui, vous avez une vraie casquette pédagogique dans votre rôle de président. Est-ce que vous avez 3 exemples concrets où ces professionnels interviennent ensemble sur des dossiers spécifiques ? Oui, alors la collaboration entre le commissaire de justice et l'avocat, elle est particulièrement active, accrue, lorsqu'on parle de propriété intellectuelle et de préservation de l'antériorité de la création. Souvent, l'avocat va faire appel au commissaire de justice quand vous souhaitez déposer un brevet, une marque. C'est important pour celui qui dépose ou qui a créé quelque chose, de montrer l'antériorité de sa création, de la dater. D'accord. Donc l'intérêt pour l'avocat, c'est de faire par le commissaire de justice un constat. Donc pour prouver l'antériorité de cette création, de cette marque. Il y a souvent également un rôle en matière de saisie-contrefaçon. D'accord. Les avocats font souvent appel à nous lorsqu'ils doivent mettre en place une saisie-contrefaçon. Ouais, vous intervenez vraiment sur le terrain, en fait. Voilà, on intervient sur le terrain. On va faire, par exemple, des constats d'achat. D'accord. Par exemple, si ce sont des sacs qui sont contrefaits de grandes marques, nous allons faire procéder à des achats à la demande des avocats. Nous allons constater ces achats. Vous vous faites passer pour un acheteur Alors non, de sacs ? on accompagne des acheteurs. D'accord. Et on constate l'achat. Parfois, on est amené à saisir les pièces qui sont contrefaites sur des décisions ou des ordonnances qui ont été prises et demandées par des avocats. Ensuite, on place ces pièces sous scellé, ces sacs, lorsqu'il s'agit de sacs contrefaits de grandes marques sous scellé, dans l'attente de la décision définitive à intervenir. Donc là, il y a vraiment un rôle très important, un binôme qui se crée entre l'avocat et le commissaire de justice. Et puis, plus récemment, je le vois dans les situations plus difficiles, c'est les ordonnances de protection. Voilà, donc là, et ça arrive malheureusement de plus en plus, où l'avocat va devoir passer par un commissaire de justice très rapidement pour signifier à un époux une date d'audience, un époux qui malheureusement s'en prend à son conjoint, et il faut rapidement aller se rendre sur place en 48 heures. Aujourd'hui, la loi peut-être parle de 24 heures, donc il faut pouvoir signifier à un conjoint une date d'audience assez rapidement à la demande d'un avocat. De la même manière, lorsqu'une ordonnance de protection est rendue qui vise à empêcher à un époux de se rapprocher de son conjoint, il faut que cette ordonnance de protection, l'avocat puisse la faire signifier rapidement. Par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Ça peut concerner bien évidemment le rapprochement physique, mais il y a également d'autres cas. Vous savez,
pour les personnes particulièrement vulnérables, c'est tout ce qui est attrait à l'autorité parentale également. Voilà, quand on retire l'autorité parentale à quelqu'un au profit d'un époux. Donc c'est des sujets assez sensibles où il faut se rendre rapidement au domicile de quelqu'un et lui signifier une ordonnance ou une date d'audience. Donc là aussi, il y a vraiment un binôme qui se crée entre l'avocat et le commissaire de justice. D'accord. Je me posais la question, du coup, comme il y a eu fusion entre donc, le métier d'huissier de justice et de commissaire-priseur, est-ce que c'est un exercice auquel se prêtent facilement aujourd'hui les commissaires-priseurs qui doivent donc peut-être faire des saisies, aller au domicile, des actes qui sont parfois, qui peuvent être un petit peu sensibles, par exemple Pour l'instant, c'est pas dans leur ADN, donc c'est encore difficile. Mais je rappelle que nos deux professions doivent suivre ce qu'on appelle la formation passerelle. C'est l'obligation de suivre une formation qui vous destine à être parfaitement en capacité d'exercer le métier de l'autre. Et cette obligation, elle pèse pour le 1er janvier 2026, c'est-à-dire que les anciens professionnels qui n'auraient pas fait cette formation passerelle seraient déchus de leur droit d'exercer. Donc, il y a une situation quand même d'urgence. La quasi-totalité de nos professionnels ont fait cette formation, mais pas tous. J'imagine que certains se disent voilà, on va partir en retraite, donc ce nouveau métier ne nous intéresse pas. Mais attention néanmoins, voilà, le 1er janvier 2026, il y a quand même le couperet qui tombe. Si je n'ai pas suivi, moi, ex-huissier de justice, parce que je suis un ex-huissier de justice, cette formation, ben, je ne pourrai pas exercer en tant que commissaire de justice. Et donc, il y a un vrai danger. Moi, ce que je vois, c'est la confiance est là. La synergie commence à se faire. Je vois apparaître de premiers arrêtés ministériels. Donc on voit apparaître des associations entre des offices de commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice. Et c'est vrai qu'il faut aller plus loin. Et c'est vrai qu'il faut donner des formations encore plus importantes à nos professionnels pour faire, comme vous l'avez rappelé, des constats, quand il faut faire des constats, la signification d'actes quand c'est nécessaire, ou malheureusement des saisies, lorsqu'il faut faire une saisie sur un compte bancaire ou une saisie à domicile. Et c'est vrai que c'est encore des choses difficiles à mettre en place. Je vois que ça l'est moins chez les jeunes diplômés. Oui. Voilà, la dernière promotion ramène 120 diplômés commissaires de justice, principalement des femmes, à 80%. Ah oui, c'est un métier de plus en plus féminin. Oui, c'est un métier de plus en plus féminin, qui s'est rajeuni, moyenne d'âge 40 ans. Aujourd'hui, presque 50% de femmes. C'est beaucoup. Voilà, et dans cette jeune génération, là, dans le dernier examen, on a 75% de femmes. Et donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est vrai que, alors, elles ne se posent pas du tout les questions de savoir si elles vont faire des constats, des saisies ou des ventes. Elles veulent tout faire. Ah oui, elles veulent embrasser merveilleux. Toute la palette de ce nouveau métier. Voilà. Des femmes très polyvalentes et parce que voilà, et puis à côté de ce métier dont je vous ai parlé des grandes caractéristiques, vous avez des activités dites accessoires, l'administration d'immeubles, le syndic de copropriété, la médiation, que nous faisons, alors pas au niveau des avocats, puisque nous n'avons que 300 professionnels formés à la médiation sur les 3800 que compte la profession. Mais il faut une formation à part, médiateur. Voilà, c'est une activité accessoire. Nous avons également la capacité d'être mandataire d'intermédiaire d'assurance. Donc il y a quand même beaucoup d'activités accessoires qui fait que ce métier est assez riche, diversifié. Et je crois que c'est ce qui lui plaît. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le faire connaître, parce que finalement, on exerce plusieurs métiers en un seul. Absolument. Et est-ce que vous trouvez du coup que cette fusion aussi, donc ce nouveau métier de commissaire de justice, a eu des avantages sur la relation que vous avez aujourd'hui avec les avocats ? Alors, moi j'essaye vraiment, avec la présidente du CNV, avec Julie Couturier, de créer des perspectives de développement. D'accord. Entre nos deux métiers. Ça passe par le développement de programmes de formation conjoints entre le métier d'avocat et le métier de commissaire de justice. Ça passe par une coordination sur des sujets comme la médiation et la résolution amiable des litiges. Ça, c'est important, parce que je ne veux pas qu'on soit en concurrence, je veux qu'on travaille ensemble sur ces sujets. C'est important, la justice du XXIe siècle, on l'a vu, c'est l'amiable, c'est la volonté du garde
des Sceaux de mettre en place ces situations de résolution amiable des litiges. Donc je crois que nous, on a un rôle à jouer dans la résolution des petits litiges. Vous voyez les litiges de voisinage. Souvent, on fait appel à nous lorsque la haie n'a pas été taillée correctement ou parce que il y a des dégâts des eaux. Donc, on fait souvent des constats. Et une fois qu'on a fait ce constat, je crois qu'il faut peut-être continuer et faire ce qu'on appelle le constat continué, c'est-à-dire sauter la haie, si je puis dire, aller voir le voisin et tenter de trouver une solution immédiate à la résolution du litige qui peut naître entre deux individus plutôt que d'aller devant une juridiction. Donc je vois plutôt le rôle du commissaire de justice sur la résolution des situations de petits litiges. L'avocat, lui, c'est différent. Ce sont des médiations tout à fait à part. Et encore une fois, nous n'avons pas autant de professionnels formés que les avocats. Donc je pense que chacun, finalement, a un rôle à jouer dans la médiation. Et d'ailleurs, je remarque que nos deux professions font partie des ambassadeurs de l'amiable, voulus par le garde des Sceaux. Donc ça, c'est très important. Ensuite, je crois qu'il faut absolument améliorer la fluidité de nos échanges de manière dématérialisée. C'est-à-dire aujourd'hui dans la connexion de nos annuaires professionnels. Donc on y travaille avec Julie Couturier, donc avec ce qu'on appelle les plateformes e-barreau. Je ne connais pas. Voilà, qu'est-ce que c'est qui mettra en relation nos deux annuaires professionnels. D'accord. Donc ça, c'est important. Donc aller de plus en plus vers des solutions dématérialisées. Ensuite, il y a la promotion de normes éthiques, déontologiques et professionnelles, et notamment de parité. Alors moi, je suis à la tête d'un comité de parité pour toutes les professions du droit, parce que historiquement, les professions comme les miennes n'étaient pas de bons exemples en matière de parité. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Pensez aux huissiers. Voilà, exactement. Ouais, la vision des huissiers ça, qu'on peut avoir. Exactement. Donc moi, j'ai changé les choses. Je veux qu'il y ait beaucoup plus de femmes, de parité dans nos instances professionnelles. Trop souvent, c'était un métier d'homme. Aujourd'hui, vous le voyez bien, il y a beaucoup de femmes qui embrassent cette profession. Elles doivent pouvoir accéder à des fonctions de représentation nationale. Ça, c'est important pour moi. Donc, je travaille sur ces sujets avec toutes les professions du droit et avec Laetitia Dervilly, qui est la haute fonctionnaire en charge de l'égalité homme-femme, désignée par le ministre Éric Dupond-Moretti sur ces sujets. Et on travaille sur une charte qu'on va proposer au ministre, parce que dans notre métier, comme dans celui d'avocat, j'imagine, il y a des difficultés. Par exemple, chez nous, lorsqu'il y a un congé paternité ou un congé maternité, si vous voulez, on ne peut pas se faire remplacer dans un office. Non. Ça, ce sont des choses qui n'ont pas été prévues par le législateur. Et aujourd'hui, ces situations, il faut y remédier. Quand je souhaite prendre un congé maternité ou un congé paternité, comment je fais Comment je fais pour me faire remplacer Tout ça n'est pas prévu. Donc ça, il faut vraiment y réfléchir. Alors on fait des propositions, on y travaille. Et donc on doit remettre cette charte avant la fin de l'année au garde des Sceaux pour envisager des évolutions législatives. Et vous pensez que c'est des choses qui peuvent bloquer certaines personnes à aller dans la profession ? Oui. D'ailleurs, on le voit, le salariat chez nous, commissaire de justice salarié, prend une ampleur incroyable. Il y a quelques années, sur les 3800 professionnels, vous aviez peut-être moins d'une centaine de salariés. Aujourd'hui, ils sont presque 500. Pourquoi ? Vous avez noté je vois qu'il y a un changement qui est lié à notre société d'aujourd'hui. Plutôt que d'acheter un office, ce qu'on appelle un droit de présentation, les jeunes préfèrent être salariés, c'est-à-dire avoir des horaires, les respecter et puis s'en tenir à ça. Et c'est une difficulté dans ce que j'appelle, moi, la crise des identités professionnelles. C'est comment demain renouveler nos générations, ceux qui partent en retraite, ceux qui veulent vendre leur office, si d'aventure vous n'avez plus que du salariat. Donc c'est une difficulté et il faut absolument travailler pour donner des solutions à ceux qui veulent s'investir, qui veulent racheter des parts, parce que sinon, on n'aura plus que des candidats salariés, comme les notaires. Et je ne sais pas si les avocats ont ce statut d'avocat salarié. Si, c'est minoritaire. C'est minoritaire. C'est minoritaire, mais effectivement, ça peut être aussi pour
avoir peut-être plus de confort, de sécurité sur le quotidien. Et je pense que notamment le congé maternité, paternité, c'est des choses que tout le monde recherche aujourd'hui et ça tend vers la modernité aussi qu'on peut avoir dans le travail, que ce soit même le congé paternité qui n'existe pas il y a encore quelques années. Avoir une vie à part, avoir une vie après, une vie personnelle et pas qu'une vie professionnelle. Et ça, c'est une difficulté parce que c'est vrai que quand vous êtes porteur de part ou quand vous êtes seul dans votre office, vous n'avez très peu de vie personnelle. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est un sujet. C'est un sujet. C'est un sujet, et moi je le vois d'ailleurs chez les avocats avec qui je m'entretiens. Ils sont appétents pour les libérales à faire du développement, à s'engager vraiment pour aller vers de l'indépendance ou de l'association. Mais il y a un fort enjeu de préserver l'équilibre vie pro, vie perso. Et c'est vraiment omniprésent chez toutes les personnes avec qui je m'entretiens, ce respect-là. Et comment est-ce que vous voyez du coup cette évolution en y travaillant au quotidien? Vous pensez que c'est quelque chose qui... Elle est nécessaire pour les professionnels de la génération qui vont partir. On doit évoluer sur d'autres modes d'exercice qui correspondent plus à notre société actuelle et qui prennent en compte le fait, comme je l'expliquais, que notre métier attire aujourd'hui plus de femmes que d'hommes. À tel point que Laetitia Derville nous a fait savoir que c'était même inquiétant. Ah oui, oui, que finalement cette parité se fasse plus, qu'il y ait une problématique, c'est on n'attire plus les hommes. Mais vous savez pourquoi? Je pense que... Parce que moi, dans mon esprit, c'était plutôt un métier d'homme en plus. Mais j'ai l'impression que cette crise des identités professionnelles concerne toutes les professions du droit. Je pense aujourd'hui que, regardez la magistrature, ce sont principalement des femmes. Oui, c'est vrai. Plus que des hommes. Oui, c'est vrai. Voilà, et c'est un sujet. C'est un sujet. Donc il faut y réfléchir, il faut peser les choses, il faut y travailler pour donner des réponses satisfaisantes à nos jeunes étudiants, nos jeunes diplômés, pour les attirer et leur donner envie de venir. Moi, j'ai besoin de 150 personnes, 150 jeunes diplômés tous les ans. Et je n'en ai, dans la dernière promotion, j'en avais que 120. Donc il y a aussi une question d'appétence à ce nouveau métier. C'est un sujet de formation, d'examen. Moi, c'est un concours encore assez difficile. Oui, j'allais vous demander. Où le taux d'échec est important. D'accord. Donc on est en train de se poser des questions, on revoit l'examen, on revoit la grille de notation. C'est vraiment important pour l'avenir de cette profession. Voilà, il faut qu'elle attire plus. Et surtout, il faut la faire connaître plus tôt. Plus tôt, en faculté, avec ses conventions de mentorat et puis avec ses licences professionnelles que j'ai commencé à créer dans plusieurs facultés de droit. Et au niveau de l'examen, est-ce qu'il s'est renforcé après la fusion en termes de difficultés? Alors à partir du moment où vous avez un autre métier, oui, forcément, vous devez acquérir une palette de compétences qui sont plus importantes. Donc forcément, pour les jeunes diplômés, il y a cette expertise à avoir en matière d'inventaire, de prisée judiciaire, de vente judiciaire. Donc oui, forcément, c'est un examen qui reste assez difficile. Il y a un examen écrit puis un examen oral. Mais alors aujourd'hui, il se fait comme les avocats, c'est-à-dire que avant, ce n'était pas le cas. Il y avait d'abord le stage de 2 ans chez un professionnel et puis l'examen. Chez les huissiers? Oui, voilà. Maintenant, c'est terminé. On a un examen d'entrée, 2 ans de stage et ensuite, vous avez un examen de sortie. D'accord. Et pendant ces 2 ans, vous suivez une formation. Bon, c'est un examen qui a l'air de toujours attirer les femmes, du moins, en tout cas, de ce que vous m'avez dit. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier point sur lequel vous aimeriez... Mais écoutez, moi, je suis très sensible au respect de nos 2 professions. Voilà, moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les avocats, je le répète, avec la présidente du CNB. Et moi, l'idée, c'est vraiment de trouver le bon chemin ensemble pour construire l'avenir, parce que je suis très respectueux des professionnels de manière générale. Donc voilà, l'idée, c'est de continuer à travailler ensemble et chacun trouver son couloir de nage, son périmètre, dans le respect de nos prérogatives communes. Voilà. D'accord. Écoutez, moi, j'ai été ravie de vous recevoir. Merci à vous. Je pense que ça va apporter de nombreuses informations intéressantes à nos amis avocats, mais même plus largement à toute personne qui ne connaissait pas bien le métier de commissaire de justice. Et, merci beaucoup, Benoît, pour être venu.